Bonjour et bienvenue dans Je vous livre, la nouvelle émission de Supply Chain Village qui est destinée à la présentation d'un ouvrage sur un rythme mensuel, un ouvrage qui a trait à la supply chain. Pour démarrer ce cycle, aujourd'hui, je reçois Sylvie Brunet qui est co-auteur d'un ouvrage appelé RGPD et Marketing et avec un sous-titre particulièrement optimiste, de la contrainte à l'opportunité. Alors, Sylvie, l'actualité fourmille d'exemples et de témoignages inquiétants qui menacent non seulement notre liberté individuelle, mais ça va même jusqu'à menacer nos démocraties. Et je pense à ce qui se passe récemment avec Cambridge Analytica, en faisant référence au Brexit en 2016 ou aux élections américaines en 2017. Donc cet ouvrage est particulièrement d'actualité. Oui. Alors effectivement, on va faire retomber un peu la pression, là, pas être trop anxiogène. Le coup est parti, le règlement est en application depuis le mois de mai dernier. Concrètement, ça veut dire que 500 millions d'Européens ont maintenant de nouveaux droits. Alors, pour les Français, des droits qui existaient déjà, qui sont reconduits et prolongés. Et pour le monde entier, en fait, pour l'Europe entière, des droits de protection, d'accès à l'information qui sont des droits nouveaux. C'est un sujet qui impacte alors à la fois les consommateurs, nous tous, mais également les entreprises, et en particulier sur le domaine marketing, parce que les process vont bouger, parce que les stratégies vont progressivement évoluer, et c'est ce qui nous a intéressés, et c'est ce qui a motivé notre ouvrage. Alors, je trouve que le livre commence par une citation particulièrement intéressante de Vincent Godineau, qui est le directeur marketing du PMU. Il dit « Seriez-vous d'accord pour que vos données personnelles, celles de vos enfants, soient utilisées sans votre accord, monétisées sans que vous le sachiez, volées sans que vous soyez informé ?» Alors, comment vous définissez ce livre, et puis qu'est-ce qui vous a motivé pour l'écrire ? Alors, moi j'appartiens à une entreprise éditeur de logiciels pour lesquels en fait le travail sur les données personnelles fait partie de notre métier. On traite pour le compte et on aide nos clients à traiter des données personnelles. Donc dès qu'on s'est plongé, dès que je me suis plongée sur ce sujet, on s'est dit waouh, qu'est-ce qui est en train d'arriver? Cette loi, ce règlement, il a été travaillé pendant 4 ans et tout d'un coup on l'a découvert. Donc la rencontre s'est faite avec un éditeur professionnel qui s'appelle E-Tech et qui cherchait en fait des auteurs pour mettre à plat ce sujet, mais loin des sujets, on va dire, purement juridiques ou purement mise en place de nouveaux process. Il a demandé en fait à pouvoir réaliser un ouvrage qui mêle des compétences qui seront celles en fait qui sont mises en œuvre par les entreprises. Donc on s'est coopté. 3 co-auteurs, donc un juriste, un avocat, Jean-Philippe Arroyo, du cabinet Carsanti, donc spécialiste de la donnée personnelle et du secteur de la distribution, une professionnelle du marketing qui a fait sa vie et son parcours dans le monde du marketing et de la communication, Roselyne Sage, qui est actuellement en poste à la compagnie Trigano, et donc Camping Campagnol, et moi-même, donc qui représente en fait les éditeurs et la partie IT. Ces 3 compétences en fait donnent un regard combiné, 3 éclairages sur ce règlement qui ne peut pas être mis en place uniquement sur une facette. Et pourtant, les juristes ont besoin des gens de l'IT pour fonctionner. Les marketeurs auront besoin et ont besoin de travailler avec les gens de l'IT, parce qu'effacer des données, ce n'est pas si simple finalement dans un système d'information. Et les gens du marketing ont besoin en fait des juristes pour renouveler leur contrat et puis être conformes par rapport à la protection des consommateurs. Donc c'est ce triple regard qui nous a passionnés. Il faut reconnaître qu'on est passé outre le côté juridique, on est allé vraiment à fond, on n'avait aucune obligation, si ce n'est celle de travailler un sujet, nous-mêmes en tant que professionnels du secteur retail, du retail, de la distribution, et en tant que consommateur également. C'est ce qui nous a vraiment intéressés. Parce que c'est un sujet multi-horizon. Alors très clairement, en parcourant le livre, moi je suis totalement partagé entre 2 sentiments.
Je suis un être schizophrène, à la fois en ayant des responsabilités dans l'entreprise, je me dis mais quelle nouvelle couche de contraintes, d'obligations on est en train de se mettre, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour répondre à tout ça. Maintenant, en tant qu'individu, en tant que citoyen, je trouve particulièrement rassurant d'avoir cette protection juridique autour justement de ces systèmes d'information qui stockent et qui restituent mes données. Alors, ce règlement, en fait, il arrive à un moment clé un peu dans l'économie et dans le social. Quand on interroge aujourd'hui les consommateurs, 81%, plus de 80% des consommateurs se disent anxieux quant à l'utilisation de leurs données personnelles. Et quand on regarde dans le détail, ils se disent harcelés, les consommateurs ont véritablement peur de l'utilisation et du manque de sécurité par rapport aux données. Et quand on regarde précisément par population, en fait, les jeunes sont encore plus anxieux, alors qu'ils ont, peut-être parce qu'ils ont plus l'habitude d'utilisation des outils et des réseaux sociaux. Donc il y a une vraie anxiété, ça c'est vrai, du côté des consommateurs. À présent, les mêmes consommateurs disent qu'ils ont envie d'être traités comme des rois. Le client a repris le pouvoir, les consommateurs aiment en fait avoir des entreprises, des marques, des enseignes qui répondent à leurs attentes. Ça génère du côté des marketeurs le besoin en fait d'adresser unitairement, presque personnellement, pendant le parcours d'achat, mais au-delà du parcours d'achat, après dans la vie courante. Donc le champ d'interrogation des marketeurs a changé, s'est élargi, à la demande quelque part des consommateurs qui eux-mêmes sont de plus en plus anxieux des données de ce qu'on peut faire de leurs données personnelles. Donc le RGPD arrive à un moment où en fait tout est en train de bouger. Et nous, on ne peut pas croire, donc quand on a travaillé sur cet ouvrage, que c'est complètement un hasard. Il y a quelque chose qui se passe globalement au niveau de la société et le RGPD n'est qu'un élément parmi d'autres, d'un mécanisme de la relation marque, enseigne et consommateur qui est en train de changer. Donc le côté schizophrène que tu ressens, que tu as décelé, oui, il est vrai parce qu'on est tantôt consommateur, tantôt décideur, marketeur ou dirigeant. Et cet aspect-là, en fait, c'est un aspect complexe, mais qu'il faut prendre en compte parce que de toute façon, c'est le sens de l'histoire. Alors, de façon globale et schématique, je comprenais jusqu'à présent qu'à chaque fois qu'on parlait de RGPD, ça nécessitait de demander l'assentiment de la personne que l'on avait en face de soi. En fait, il existe plusieurs bases légales de traitement et toutes ne requièrent pas justement cet assentiment. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est vrai. Il y a eu, donc quand on a travaillé sur cet ouvrage, on s'est ingénié à être extrêmement concret, pragmatique, méthodique, en donnant beaucoup de conseils et en essayant de démêler déjà, au moment de la sortie du règlement, le vrai du faux. Parce qu'en fait, il y a eu de l'intox, probablement par des gens qui n'ont, enfin, des entités qui n'ont pas intérêt à voir la mise en place finalisée du règlement et qui ont fait blocage. Donc on a dit, tout le monde a dit que le consentement c'était la règle numéro 1 pour fonctionner en fait et faire fonctionner et mettre en œuvre le RGPD. C'est pas vrai. Le texte, le règlement comporte en fait en réalité peu d'interdictions. Il faut être très vigilant par rapport, il y a des interdictions par rapport aux mineurs, il y a des interdictions et des obligations par rapport à la nécessité de déclarer des fuites de données, mais ces deux points très contraignants et obligatoires où les interdictions sont relativement peu nombreux. Il y en a très peu. En revanche, il y a une grande obligation de transparence, d'information, je prends tes données, je collecte tes données, je vais les utiliser, mais en échange, je m'engage à dire aux consommateurs, à te dire ce que je vais en faire, comment je vais les utiliser, à qui je les confie, en France, en Europe, à l'étranger. Donc il y a l'obligation en réalité, elle est sur l'éthique, sur la transparence. Mais c'est un peu comme si on avait des amis et que ces amis s'invitent chez nous. Alors une fois, bon, mais si tous les soirs on a des gens qui font preuve de mauvaise volonté ou d'impolitesse, on va finir par aller. Et bien là c'est la même chose en fait. Le RGPD, donc l'autorité de régulation, cible les entités qui sont
en dehors des clous, c'est-à-dire qui font sans l'avis, sans l'autorisation. Mais pour autant, le consentement n'est pas obligatoire dans tous les business. Et le RGPD n'interdit pas la poursuite du business. Par exemple, une entreprise au plan marketing n'a pas besoin de récolter les consentements de ses propres clients. Si des produits sont déjà vendus, si une relation commerciale existe déjà, elle peut continuer pour peu que on ait dit, voilà, on est maintenant sous régime RGPD, vous pouvez trouver toutes les informations à tel endroit. Le consentement n'est obligatoire, la collecte du consentement n'est obligatoire que quand il s'agit de la prospection. Et dans ces cas-là, effectivement, il faut obtenir un accord. J'ai expliqué, le client a compris, le consommateur a compris, et je lui donne les moyens de dire non, voire de se rétracter si à un moment donné il a dit oui. Donc on peut revenir en arrière. Le consentement est obligatoire aussi pour le profiling, pour la collecte des informations liées aux objets connectés. Et là, effectivement, il y a un champ énorme dans le RGPD qui s'intéresse prioritairement aux données collectées à travers les objets connectés. Et quel impact va-t-elle avoir sur nos supply chains ? Alors, comme tous les métiers, en fait, la supply chain n'échappe pas au RGPD. Dans la chaîne de la supply chain, il y a de la collecte de données personnelles. Par exemple, c'est le nom, l'adresse d'un livreur. C'est des gens qui sont impactés en fait dans le process et qui sont dans des fichiers. Donc, les entreprises de la supply chain doivent se mettre en phase en conformité avec le règlement. Mais on va dire que la proportion et l'effort à accomplir sont moins fort que l'effort à accomplir pour les marketeurs dont le métier n'est que de travailler sur la data personnelle. Oui, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement, il y a un certain nombre de données que nous sommes obligés d'avoir, les adresses de livraison par exemple, ou tout ce qui va concerner les boucles de retour. Par exemple, ce qui concerne également les liens avec des sous-traitants ou avec des partenaires. Oui. Puisque le principe du RGPD, c'est de mailler les partenaires entre eux. Donc, je dois m'assurer que les prestataires, les partenaires avec lesquels je travaille sont conformes au RGPD. Donc, c'est ce maillage, en fait, qui est peut-être, qui est très important dans le secteur et dans le B2B. Alors, j'ai beaucoup aimé dans le livre les nombreux exemples qui sont donnés de réalisation. Voilà, il y a beaucoup de références, un exposé des bonnes pratiques. Ça me donne l'impression que même une PME pourrait s'en sortir par elle-même. Est-ce que ça peut être le cas ou la PME doit-elle se faire aider ? Alors, là aussi, il y a eu beaucoup d'intox. Alors, je ne dis pas, je ne dirai jamais que l'effort est faible pour se mettre en conformité. Au demeurant, les entreprises qui sont déjà conformes par rapport à la loi informatique et liberté de 78 ont franchi déjà un cap. Pour celles qui découvrent, à l'occasion du RGPD, ce qu'elles auraient dû faire depuis de nombreuses années, évidemment, la marche est un petit peu plus forte. Mais il y a eu beaucoup de fausses informations disant qu'il fallait s'entourer, il fallait réfléchir, que ça allait coûter très cher. Non, nous, on a regardé en fait avec des entreprises catégorie TPE et PME. Il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition. Alors déjà par l'autorité de tutelle, donc l'autorité de régulation, la CNIL, qui a produit des outils pour faciliter en fait la mise en conformité. Il y a des organisations comme l'AFCDP, donc l'Association française pour les délégués à la protection des données, qui aide et véritablement donne de l'information, donne de l'aide et provoque et contribue en fait à une communauté qui va aider la mise en place, la mise en conformité des PME, TPE. Donc bon, il y a des choses qui existent. Non, c'est pas un chantier complètement fou. Nous, on a regardé, il y a des entreprises très méthodiques qui ont fait le pas. Alors à présent, la CNIL est tolérante. Il y a une période d'accompagnement qui est donnée. Elle va veiller à la bonne volonté, on va dire, avec les preuves de mise en conformité. Les sociétés qui sont dans le viseur de la CNIL, ce sont les brokers, les gros collecteurs de données qui utilisent, revendent sans informer et sans accord les données qui ont été collectées. Donc il y a effectivement les GAFA et les brokers de données, les vendeurs de fichiers. Et les obligations concernent non seulement le traitement des données, mais tout ce qui
tous les accidents qu'il y a pu y avoir lorsqu'il y a eu vol de données. Ah oui, ça c'est un vrai sujet. Ça c'est un vrai sujet, c'est anxiogène et maintenant que les entreprises sont obligées de déclarer officiellement à la CNIL la fuite de données personnelles, hein, c'est concerne les données personnelles, il est clair que l'anxiété va monter d'un cran, mais il est vrai aussi que les exemples d'Uber, les exemples d'Equifax, ont donné un peu le ton de ce qui peut se passer quand on donne ces données personnelles et que c'est pas bien sécurisé. Donc là, oui, vraiment, il y a... La question de la sécurité est un point important, mais la question de la sécurité existait déjà pour les données qui ne sont pas simplement les datas personnelles. Oui, mais on a quand même l'impression que c'est une course sans fin entre le canon et la cuirasse. Comment peut-on s'assurer de la sécurité des données ? Alors, suite justement aux fuites de données type Uber, les entreprises ont fait véritablement beaucoup d'efforts. C'est-à-dire que sur le plan de la protection des outils, de la protection physique, et je dirais même quelque part logique, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Ça, c'est vrai. À présent, la cybercriminalité, c'est toujours d'avoir un pas d'avance. Hein, mais les spécialistes en fait, du cloud, par exemple, sont de tout temps préparés en fait à ces attaques. Donc testent en permanence leur process, leur démarche. Il est vrai que les données personnelles chez les grands du cloud sont mieux protégées, même si c'est du SaaS, même si c'est le cloud, que les données personnelles stockées sur un serveur local. Ça, c'est vrai. Malgré tous les efforts qui ont été faits. La montée en puissance de la cybercriminalité et de l'enjeu financier autour des données personnelles est une vraie question. Donc, je n'ai pas de réponse à ta remarque, si ce n'est de démystifier un petit peu sur ceux qu'on accuse et qui ne sont pas forcément les moins avancés sur le sujet. Cependant, j'ai quand même l'impression que la RGPD, ça va dans le sens de l'histoire. Ah oui, oui, parce que alors tout au moins sur le plan du marketing, le marketing a déjà changé. Le marketing des années 90 qui se voulait un marketing de masse pour vendre des produits de masse, aujourd'hui, c'est la fin. Donc le RGPD, comme je le disais tout au début, arrive au bon moment pour donner l'occasion de changer les règles du jeu, de travailler plus sous un angle éthique, sous un angle privacy friendly, qui va permettre en fait d'instaurer une relation de confiance entre l'enseigne, la marque et le consommateur. Donc ça, c'est un vrai changement, mais le RGPD n'est qu'un vecteur en fait de ce changement qui, de toute façon, va avoir lieu. Il y a trop de distance entre la nécessité de connaître de plus en plus le consommateur et la nécessité d'être de plus en plus transparent pour avoir un accord. Un consommateur consentant, mais c'est extraordinaire, 25% des consommateurs acceptent de communiquer leurs données personnelles pour peu qu'ils y trouvent un avantage. 25%, il faut augmenter ce pourcentage. Oui, et ça va dans le sens de l'histoire aussi, parce que je pense que cette législation européenne, elle marque d'une certaine pierre l'évolution de la législation, elle va faire tache d'huile au niveau mondial. Oui, alors c'est le cas. Alors je voudrais juste ajouter par rapport à ta question sur la sécurité des données. Nous, on est convaincus, à la lumière de l'étude qu'on a faite, que l'argumentaire sur la sécurité va faire partie de l'argumentaire pour réassurer les consommateurs. C'est-à-dire, ce qui était caché, parce que c'était dangereux, on n'en parlait pas, etc., va devenir un argument de réassurance, un argument de confiance. Regardez, mes données sont protégées, vos données sont protégées. On peut travailler en confiance ensemble. Donc ça, c'est un point. Les sociétés qui vont gagner, ce sont les sociétés qui vont savoir instaurer cette confiance. Alors à présent, en Europe, on est toujours, et en France particulièrement, on est toujours très critique. Et on se dit, oh là là, c'est à nouveau, on va empêcher les entreprises de travailler. Il faut savoir que ce règlement fait tache d'huile. Curieusement, en fait, des pays comme l'Argentine, l'Inde et même la Chine, alors peut-être pour d'autres raisons, ont embrayé suite à la mise en place du RGPD et sont en train de produire eux-mêmes, eux aussi, leur règlement de protection des datas personnelles. Le plus emblématique étant la Californie, donc les États-Unis avec les GAFA ont décidé en fait de mettre en place un RGPD qui sera opérationnel en 2020 et qui porte en fait les mêmes problématiques, les mêmes assurances que le règlement européen. Donc ça, voilà, on doit dire que c'est un règlement qui est miroir et qui est référent au niveau international.
Parfait. Faut pas passer à côté. Merci beaucoup Sylvie pour cette présentation de ton ouvrage, qui à côté de son intérêt didactique absolument indéniable, donne une vision vraiment très positive de la relation que peut nouer une entreprise avec ses clients. Merci.